J'ai été discriminée toute ma vie à cause de ma sœur chouchoute, celle que mes parents appelaient leur enfant en or. Ce favoritisme me brûlait depuis l'enfance. Et pourtant, c'est le jour de mon mariage que j'ai enfin savouré ma douce revanche. Imaginez, toute mon existence a été marquée par des injustices parce que cette sœur privilégiée pouvait tout faire, au point qu'elle a même essayé de descendre l'allée à ma place lors de mon mariage. Mais ce jour-là, enfin, j'ai retourné la situation. Mes parents l'ont toujours préférée, et c'était loin d'être subtil. Si elle m'accusait de quoi que ce soit, ils la croyaient aveuglément et me punissaient sans réfléchir. Mais lorsque c'était moi qui l'accusais, même avec des preuves irréfutables, ils lui infligeaient une punition symbolique et trouvaient quand même un moyen de me gronder. Même mon gâteau d'anniversaire devait être de son parfum préféré, et mes parents faisaient semblant d'ignorer que je le détestais. À chaque occasion, ils lui achetaient plus qu'à moi. Ils organisaient leurs sorties selon ses caprices, même quand cela aurait dû être ma journée. Depuis l'enfance, mon univers tournait autour de sa satisfaction, tandis que moi, je n'étais qu'une ombre qui se satisfaisait des miettes. Ma sœur a grandi gâtée et se servait de moi comme d'un punching ball émotionnel. Au début, elle m'ignorait la plupart du temps, mais les choses se sont drastiquement aggravées à l'adolescence. Elle s'est retrouvée sans amis et son comportement a dégénéré. Ses camarades se sont-ils éloignés parce qu'elle était méchante? Je ne le sais pas. Nous n'avons jamais été proches. Mes parents, eux, se vantaient de ses exploits, réels ou imaginaires, mais ne parlaient jamais de ses échecs. Au contraire, ils soulignaient constamment mes moindres défauts pour en faire des moqueries. La seule raison pour laquelle je savais qu'elle n'avait plus de cercle social, c'était parce que nous allions à la même école et que j'ai remarqué qu'elle ne traînait plus avec personne. Moi, pendant ce temps, j'étais plutôt populaire, et cela, je l'ai compris plus tard, l'a remplie de jalousie. Quand elle a réalisé que j'avais quelque chose qu'elle n'avait pas, une vie sociale, elle a transformé ma vie en enfer. Je ne suis plus restée le punching ball occasionnel. Je suis devenue l'ennemi à abattre. Elle a commencé à m'accuser, moi et mes amis, de toutes sortes de choses imaginaires. Mes parents, dociles, se sont mis à m'interdire de sortir sous des prétextes absurdes. Ces gens ne sont pas de bonne fréquentation, ta sœur nous l'a dit, ou encore « Pourquoi veux-tu partir? Pourquoi ne peux-tu pas être comme ta sœur et apprécier le temps en famille? » Ces interdictions suffocantes auraient pu m'isoler complètement si ce n'était ma famille élargie, la seule lueur dans ce tunnel sombre. Heureusement, la plupart de mes oncles, tantes et cousins habitaient dans la même petite ville et je m'entendais bien avec eux malgré nos différences d'âge. Lors d'une réunion familiale, ils m'ont invitée à une sortie, je ne me souviens même plus laquelle. Et j'ai répondu tristement que je n'avais pas le droit d'aller nulle part. Quand on m'a demandé pourquoi, l'enfant que j'étais a lâché sans filtre. Je n'ai pas le droit d'avoir des amis parce que ma sœur n'en a pas. Cette phrase est parvenue aux oreilles des adultes, qui se sont apparemment déchaînés contre mes parents. Plus tard, j'ai été sévèrement grondée et privée de sortie pendant 1 mois pour mensonge. Mais après cette punition, mes parents m'ont accordé un peu plus de liberté. Oui, cela en valait la peine, car pour la première fois, quelqu'un avait pris ma défense. Blessée par cette humiliation que notre famille élargie connaissait sa solitude, ma sœur a exigé de changer d'école. Mes parents se sont empressés d'obéir, même si cela leur coûtait plus cher parce que l'école était plus loin. Elle s'est fait de nouveaux amis dans ce nouvel établissement, mais elle n'est jamais revenue à son attitude d'ignorance. Ayant goûté au pouvoir de m'humilier et furieuse que j'ai révélé qu'elle n'avait pas d'amis, elle ne m'a plus jamais lâchée. Ma vie est restée difficile. Ses amis venaient chez nous et me harcelaient sans vergogne, ce que mes parents osaient appeler des taquineries légères. Je n'osais plus inviter personne à la maison. Mes parents étaient pas des hôtes détestables, ou bien ma sœur accusait mes amis de vol et,
Bien sûr, mes parents la croyaient. La seule source de chaleur restait mes cousins, car mes parents n'osaient pas traiter la famille comme ils me traitaient. Puis j'ai eu mon premier petit ami. Je ne voulais pas le présenter à mes parents, mais ils ont insisté. Un jour où nous étions séparés lors d'une visite, il est venu me chercher l'air inquiet pour me dire que ma sœur flirtait avec lui. Elle était venue en tenue légère, battant des cils de façon grotesque, et lui avait raconté combien j'étais une mauvaise personne et combien elle était formidable. Gêné et irrité, il était venu me trouver pour me prévenir. Évidemment, ma sœur a raconté une version toute différente à mes parents. Selon elle, c'est mon petit ami qui aurait tenté de la séduire, mais elle, par pure loyauté envers moi, l'aurait repoussée. Devinez qui mes parents ont cru? Ils l'ont cru, elle, et m'ont interdit de revoir ce horrible garçon. Mon petit ami n'était pas parfait, mais je l'ai cru immédiatement, pour une raison certes mesquine. J'étais une adolescente meurtrie, remplie de ressentiments, et ma haine envers ma sœur égalait la sienne envers moi. Il me semblait évident qu'elle mentait. Permettez-moi de parler des apparences, même si cela me fait honte. Mes parents étaient en surpoids et montraient leur amour par la nourriture. Plus de repas, plus de friandises. Ma sœur, élevée ainsi, était elle aussi en surpoids, alors que moi j'étais restée mince, sans doute parce que les punitions m'interdisaient souvent les encas et les douceurs. Bien sûr, le poids ne détermine pas la valeur d'une personne, mais il est utile d'ajouter ce détail. Ma sœur était déjà rude, gâtée et manipulatrice. Même ses tentatives de séduction étaient maladroites, car elle n'avait jamais appris à faire des efforts pour obtenir ce qu'elle voulait. Elle exigeait, et mes parents s'exécutaient. Et puisqu'elle n'avait rien d'un top modèle et que ma propre estime de moi était au plus bas, je ne pouvais imaginer mon petit ami me tromper avec elle. Pourtant, mes parents ont décidé qu'il était le monstre et m'ont prohibé toute relation. J'ai essayé de continuer à le voir en secret, mais c'était difficile et la relation a fini par s'éteindre. Plus tard, j'ai eu un autre petit ami. Encore une fois, ma sœur a tenté de flirter avec lui. Et, une fois qu'il l'a repoussé, elle l'a accusé d'être le séducteur. Mes parents l'ont cru et m'ont sermonné. J'ai essayé de souligner que cela se produisait encore et encore, mais ils ont décidé que le problème venait de moi. Selon eux, j'étais incapable de prendre de bonnes décisions et je ne choisissais que de mauvais garçons. La relation n'a pas résisté à ce scénario à la Roméo et Juliette et a fini par se dissoudre. Des rumeurs ont circulé à mon sujet au lycée. On m'a traité de fille facile parce que j'acceptais d'embrasser des garçons, mais refusais de m'engager. Heureusement, ces racontars n'ont jamais atteint les oreilles de ma sœur ou de mes parents. Ma sœur, de son côté, a ramené un jour un petit ami à la maison. Il a été exhibé comme un trophée et mes parents passaient chaque seconde à me dire combien il était merveilleux et pourquoi je ne pouvais pas être comme ma sœur et me trouver quelqu'un de semblable. Puis, soudainement, il a cessé de venir et il est devenu un sale manipulateur qui avait trompé ma sœur. Hélas, après cet épisode, le traitement inégal a continué. À cette époque, elle avait plus d'argent de poche, des couvre-feux beaucoup plus larges que les miens. Elle était libre de sortir quand et où elle voulait, alors que moi, je devais supplier pour chaque sortie. Si je faisais remarquer cette injustice, mes parents répondaient « c'est parce qu'elle est plus âgée ». Et lorsque j'ai atteint son âge, les règles n'ont pas changé. Quand je le leur ai rappelé, ils ont nié avoir jamais dit cela, ou ont prétendu que c'était parce qu'on ne pouvait pas me faire confiance comme on pouvait lui faire confiance, en utilisant les accusations mensongères de ma sœur contre mes petits amis et amis comme preuve de mon supposé mauvais jugement. Les années ont passé et ma sœur devait désormais obtenir son diplôme. Elle a été acceptée dans une université, pas vraiment réputée, et sans bourse. Comme on ne me parlait que de ses réussites, je ne sais même pas dans quelles autres écoles elle a postulé
ni combien de refus elle a essuyés. Je sais que ses notes à l'école étaient médiocres, car chaque fois qu'elle obtenait un B, c'était la fête. J'avais pour ma part généralement de bonnes notes, mais mes parents refusaient de célébrer quoi que ce soit, arguant que comme j'avais toujours ces notes, il n'y avait rien à fêter. Ils ont fait tout un tapage pour son entrée à l'université et lui ont dit qu'ils paieraient tout. J'étais surtout soulagée de la voir partir, même si cela ne rendait pas ma vie plus facile. Elle rentrait chaque week-end et, d'une façon ou d'une autre, des choses disparaissaient de ma chambre où elle trouvait d'autres moyens de me pourrir la vie. Mes couvre-feux sont restés stricts. Peu de temps avant ma propre remise de diplôme, ma mère est venue me parler. Je n'ai qu'1 an de moins que ma sœur. Elle m'a expliqué que puisqu'il payait les études de ma sœur, il n'avait pas d'argent pour les miennes et qu'il vaudrait mieux que je commence à travailler immédiatement après le lycée. Je devrais attendre qu'elle termine l'université pour voir s'il pourrait se permettre de m'aider. Et si je décidais de rester à la maison, je devrais participer aux factures, payer mes dépenses et même le loyer. J'ai mentionné que je pourrais obtenir des prêts étudiants. Ma mère m'a répondu oui, sauf que non. Selon elle, ils étaient si prévenants à mon égard et j'avais un jugement si désastreux qu'ils décideraient si une université valait la peine que je m'endette. Je ne sais pas comment ils pensaient à m'empêcher d'emprunter, mais je n'ai pas posé la question. Ils n'ont jamais évoqué les bourses. Ils n'avaient plus aucune idée de mes résultats de scolaire et n'ont jamais cru en mes capacités de toute façon. Je n'ai pas scié. J'ai simplement acquiescé. Ma mère, visiblement déstabilisée, a continué à pleurer. Peut-être espérait-elle une crise qui lui aurait donné une excuse pour ne jamais financer mes études. Mais je n'ai rien dit d'autre que « Je comprends, merci de vous soucier de moi ». Mon père a tenté ensuite la même manœuvre, mais j'ai également refusé de me montrer émotive. Après une vie de maltraitance parentale, je n'avais plus aucune attente envers eux. Je savais qu'ils trouveraient un prétexte pour ne pas financer mes études et rendre ma vie misérable. Je n'ai jamais cru qu'ils finiraient par payer si je travaillais et attendais que ma sœur termine. Alors je me suis préparée toute seule depuis longtemps. Je sortais peu, mes amitiés étaient minces, donc j'avais tout le temps d'étudier. J'ai étudié avec ferveur, car l'université était mon unique porte de sortie pour être enfin libre. Et le moment tant attendu est arrivé. J'ai travaillé d'arrache-pied et décroché une bourse complète dans une université correcte. Pas une Ivy League ou une faculté prestigieuse, mais un programme sérieux qui me plaisait. Consciente que ma sœur détesterait me voir réussir et tenterait de m'en empêcher via mes parents, j'ai annoncé mon succès sur les réseaux sociaux en même temps que je leur ai dit la nouvelle en les remerciant publiquement. Ainsi, ils ne pouvaient pas m'interdire d'y aller sans devoir l'expliquer à toute la famille. Au début, ils étaient même fiers et s'en vantaient, jusqu'à ce que, je suppose, ma sœur se plaigne. Ils ont alors changé de ton et m'ont demandé, d'un air faussement inquiet, si j'étais sûre de vouloir y aller. Ils ont laissé entendre que ma sœur ne réussissait pas bien à l'université et que, comme elle était supposément plus intelligente et plus avisée que moi, j'allais souffrir. Évidemment, je suis restée ferme. Ils étaient mécontents mais impuissants. L'université a été mon salut et j'ai commencé à connaître le bonheur. Je continuais à rendre visite à mes parents pour les fêtes et à maintenir un lien poli, mais comme ils refusaient de payer quoi que ce soit, je pouvais justifier mes absences en invoquant l'argent. Je me gardais bien de leur présenter qui que ce soit. C'est ainsi qu'ils n'ont jamais eu l'occasion d'empoisonner mes relations amoureuses. Pendant ce temps, ma sœur a laissé tomber l'université. Je sais qu'elle n'a jamais obtenu de diplôme, car sinon, il y aurait eu feu d'artifice et tambour. Elle est revenue vivre à la maison sans payer de facture ni de loyer. C'est différent, disaient quoi mes parents, et a décroché un emploi dans la même entreprise que ma mère, grâce à l'entregent maternel. Avec son propre argent de poche, elle a tenté de se montrer supérieure parce qu'elle travaillait.
elle me harcelait pour être juste étudiante. Mais à chaque fois qu'elle se plaignait d'être fatiguée, elle se tordait de jalousie en me voyant profiter de mon temps libre. Et je la piquais en lui rappelant que mon temps libre, au moins, je l'avais obtenu sans piston. Elle fulminait d'autant plus que, malgré ses crises au travail, je la taquinais en évoquant le népotisme qui l'avait aidée à y entrer. C'est pendant cette période que j'ai rencontré l'homme qui allait devenir mon mari. Il était charmant, généreux et, surtout, il voyait à travers le cirque que jouaient mes parents et ma sœur. Il a été témoin de leur favoritisme malsain et de la façon dont ils me traitaient, et cela l'a révolté. Très rapidement, il a compris la dynamique toxique et s'est rangé de mon côté sans hésiter. Nous sommes tombés amoureux et il m'a promis de me soutenir envers et contre tout. Lorsqu'il a demandé à rencontrer mes parents officiellement, j'ai hésité, mais il a insisté en disant qu'il voulait voir par lui-même et protéger notre couple. Le premier dîner avec eux a été un festival de malaise. Mes parents passaient leur temps à encenser ma sœur et à critiquer mes choix, mes goûts et même ma façon de rire. Ma sœur, quant à elle, lançait des sous-entendus et tentait encore de flirter avec lui en douce. Mon amoureux, cependant, ne s'est pas laissé faire. Il répondait avec politesse, mais fermeté, remettant mes parents à leur place quand ils dérapaient et repoussait ma sœur avec un mépris glacé. Après ce dîner cauchemardesque, il m'a serré dans ses bras et a dit avec ironie « Je crois qu'on va s'amuser à les surprendre ». J'ai ri malgré moi, soulagée d'avoir trouvé quelqu'un qui voyait les choses comme elles étaient. La demande en mariage est arrivée peu de temps après. Il m'a demandé ma main dans un moment d'une tendresse infinie, me promettant qu'ensemble, nous construirions une famille différente, remplie d'amour et de respect. J'ai accepté en larmes. Lorsque nous avons annoncé nos fiançailles à mes parents, la réaction a été amère. Ma sœur, qui avait du mal à décrocher ne serait-ce qu'un rendez-vous, a fait une crise de jalousie épouvantable. Mes parents, eux, semblaient plus préoccupés par le ressentiment de ma sœur que par ma joie. Ils ont même osé proposer quelque chose d'insensé. Comme mon père n'avait plus d'argent, disait-il, et comme ma sœur était célibataire, ils pensaient qu'il serait beau que ma sœur marche au bras de mon futur mari jusqu'à l'autel, comme si elle était la mariée, et que moi, je me contente de le rejoindre plus tard. Selon eux, ce serait équitable et novateur. J'en suis restée bouche bée et profondément blessée. Mon fiancé a gardé son calme et, à ma grande surprise, a feint l'enthousiasme. Il a répondu qu'il trouvait l'idée intéressante et qu'il réfléchirait à la logistique. En réalité, son esprit bouillonnait d'indignation et de stratégie. Il a pris ma main et, plus tard, m'a expliqué son plan. Puisque mes parents et ma sœur voulaient transformer mon mariage en spectacle à leur gloire, nous allions les prendre à leur propre jeu. Il leur ferait croire qu'il acceptait, mais en coulisses, nous organiserions tout pour qu'ils se ridiculisent et pour que notre union reste notre moment sacré. J'ai eu peur, j'ai pleuré, mais j'ai aussi senti une immense force se lever en moi. Pour la première fois, quelqu'un se battait vraiment pour moi. Les préparatifs du mariage sont devenus une pièce de théâtre dont seuls nous connaissions l'intrigue. Mon fiancé a rencontré mes parents plusieurs fois, feignant l'accord, et chaque fois il notait leurs exigences et leurs mensonges. Il leur a fait croire qu'il tenait absolument à ce que ma sœur porte une robe de mariée blanche pour l'honneur de la famille, et qu'il marcherait avec elle jusqu'à l'autel avant de revenir me chercher, un projet qui les enchantait. Pendant ce temps, il organisait avec moi un vrai mariage conforme à nos souhaits, dans un autre lieu tenu secret. Il a acheté 2 costumes, a commandé 2 alliances, l'une bon marché pour la mascarade, l'autre splendide pour la vraie cérémonie, et a loué 2 voitures. Nous avons même prévu de payer une sécurité privée pour filtrer l'entrée et empêcher toute intrusion. Lorsque mes parents nous ont demandé de contribuer financièrement au mariage, soi-disant pour ma sœur, nous avons refusé poliment, prétextant que nous nous en chargions.
En réalité, ils n'ont rien déboursé et nous avons tout organisé selon notre plan. Un jour, ma sœur a soudainement changé d'avis sur sa robe. Elle voulait la mienne. Elle a menacé, supplié et mes parents l'ont soutenue. Mon fiancé a alors fabriqué une histoire selon laquelle il l'apporterait à un couturier pour des retouches et il a remis à mes parents un sac contenant une version déchirée et tachée d'une robe bon marché. Il a joué le rôle de l'homme qui a fait une erreur et mes parents l'ont cru. Pendant ce temps, ma vraie robe était en sécurité ailleurs. Le jour J est enfin arrivé. Nous avions engagé une amie loyale pour faire semblant d'être l'hôtesse à l'entrée, avec une simple liste d'invités, afin de tromper mes parents. Une fois ceux-ci confortablement installés, un vrai garde du corps est arrivé discrètement. Nous lui avons donné des consignes très précises. Sous aucun prétexte, il ne devait laisser entrer ma sœur si elle se présentait en robe de mariée. En échange, nous lui avons promis un pourboire généreux. Nous avons également convenu avec nos demoiselles d'honneur et nos amis de déclencher des diversions au moment opportun. Lorsque mon père a reçu un message l'avertissant que ma sœur était à 5 minutes du lieu, il a fait signe de lancer la cérémonie. Mes demoiselles d'honneur, mises au courant, ont suivi son geste sans m'interroger. Elles sont allées prendre place et mon père s'est positionné à l'entrée, certain d'accueillir sa vraie mariée, c'est-à-dire ma sœur déguisée. À ce moment-là, une amie non membre du cortège m'a envoyé un message en me disant de me préparer. Nous avions prévu qu'elle soit prête à agir pour semer la pagaille, si besoin, et empêcher mon père de revenir ou d'interrompre la cérémonie. Quand la musique nuptiale a retenti et que les portes se sont ouvertes, c'est moi qui suis apparue, au bras de mon beau-père qui avait bondi pour me tenir. Mon père a blêmi, choqué de me voir là. Il a tenté de regarder derrière moi, mais il ne pouvait pas voir l'entrée depuis l'allée. Son téléphone a sonné et j'ai vu que c'était ma sœur. Il m'a lâché avec un marmonnement incompréhensible et est parti en courant. Il y a eu un murmure général et des regards perplexes. L'ami qui participait à notre plan a demandé à haute voix ce qui se passait. Je me suis mise à pleurer, des larmes authentiques, car j'étais blessée que mon père m'abandonne ainsi, et j'ai dit en sanglotant que mon père m'avait confié que je n'étais pas censée être là. L'ami a répété tout aussi fort. Que voulait-il dire par là? Pas censée être la mariée? Son ton outré a semé la confusion dans l'assemblée. Puis elle a annoncé qu'elle allait voir ce qui se passait et s'est précipitée vers l'entrée, interrompant mon père et créant une barrière humaine avec le garde du corps pour l'empêcher de revenir. Pendant ce temps, ma mère, prise au dépourvu, s'est levée et a suivi mon père. Mon beau-père, prévenu qu'il pourrait devoir me conduire, a couru pour prendre mon bras. Son empressement protecteur m'a fait sourire, malgré tout. Je suis entrée dans l'église sous des chuchotements qui enflaient. Les invités ne comprenaient pas ce qu'il se passait. Certains se levaient pour aller voir. Arrivée au pied de mon futur mari, j'ai vu dans ses yeux un mélange de colère retenue et d'amour. Il m'a murmuré, avec une pointe d'humour noir, que mes pleurs étaient si convaincants que je méritais un Oscar et qu'il allait s'occuper de mes parents. Nous avons prononcé nos vœux sans autres interruptions. Mes parents ne sont jamais revenus s'asseoir. Durant la réception, j'ai remarqué que beaucoup d'invités entraient et sortaient, chuchotant. Personne n'osait me dire ce qui se passait. On a vu mon mari sortir une fois, revenir avec le visage fermé, puis s'éclipser quelques minutes pour se calmer. Nous ne voulions pas rompre notre façade joyeuse. Ce n'est qu'après, bien plus tard, que j'ai appris les détails de cette scène dantesque grâce au récit de nos amis, de la sécurité et de mon mari. Ma sœur s'était présentée à l'entrée, vêtue d'une robe de mariée. Le garde lui avait bloqué l'accès comme prévu, lui disant qu'elle devait se tromper de lieu, puisqu'il y avait déjà une mariée à l'intérieur. Nous lui avons donné un pourboire royal pour cela. Mon père a commencé à menacer de appeler la police, prétendant qu'il n'avait jamais vu ce garde et qu'il ne travaillait pas pour eux. Le garde a accepté calmement d'appeler la police,
rappelant qu'il avait été embauché par nous et qu'il faisait simplement son travail. Mon père a compris que ce serait trop tard et a essayé d'insister pour qu'on laisse entrer sa fille. C'est à ce moment-là que mon ami est arrivé, a commencé à hurler et à insulter ma sœur, demandant à tout le monde ce qu'elle faisait là dans une robe blanche. Elle gagnait du temps et attirait l'attention. Ma mère est arrivée peu après, suivie par d'autres invités curieux. Très vite, le plan de mes parents s'est effondré. Tout le monde qui apprenait ce qu'ils avaient envisagé était horrifié. Mes parents et ma sœur ont alors tenté de se défausser sur mon mari, affirmant que c'était son idée. Ils disaient que rien n'était un secret, qu'ils avaient tout organisé avec lui. Lorsque mon mari a été appelé à l'entrée, il a arboré son air le plus perplexe et a nié avec force. « Gaslight, gatekeeper, girl boss », a-t-il plaisanté plus tard. Il a exigé des preuves de ses prétendues discussions. Bien sûr, il n'en avait pas. Tous les textos qu'il pouvait mettre à montrer concernaient des décisions banales sur la décoration. Ma sœur, hors d'elle, pleurait, criait et, selon les témoins, s'est littéralement assise par terre en hurlant comme un enfant qui fait un caprice. Mon père, livide, a levé le poing, mais des invités et le garde l'ont retenu. Mes parents ont prétendu qu'ils n'avaient pas de preuves parce que mon mari leur avait dit de ne pas tout écrire. Il a éclaté de rire et leur a répondu « comme c'est pratique », puis il a répété que jamais il n'aurait accepté un plan aussi malsain et les a fustigés pour leur comportement de mauvais parents. Ensuite, il est revenu à moi, nous laissant sur l'autel les larmes aux yeux, mais cette fois de joie. Personne ne les a crus. Le lieu disposait de caméras, mais les vidéos ne pouvaient être utilisées que pour des questions de sécurité. Plusieurs invités, cependant, avaient filmé des bribes de la scène. Voir mes parents et ma sœur se faire littéralement déchiqueter par les reproches de nos proches a été l'un des plus beaux cadeaux de mariage. Après des années à être accusés et à ne pas être crus, les voir goûter à leur propre médecine a été un soulagement indescriptible. Ma mère sanglotait, mon père passait du violet au blanc, et ma sœur continuait de se rouler par terre en criant et en pleurant. Ils insistaient pour dire que mon mari était complice, mais tout le monde leur demandait pourquoi il aurait accepté, pourquoi il n'y avait pas de preuves et pourquoi ils voulaient que ma sœur fasse cela le jour de mon mariage. Ils n'avaient aucune bonne réponse. Finalement, on leur a demandé de partir et ils n'ont eu d'autre choix que de s'en aller. On m'a raconté que mon père a dû tirer ma sœur du sol parce qu'elle refusait de se relever. Personne ne m'a rien dit pendant la soirée. J'imagine qu'il voulait me préserver et, pour une fois, peut-être parce que j'étais la mariée et non une simple invitée, tout le monde faisait un effort supplémentaire pour être gentil et enthousiaste. Mon mari a remarqué avec humour que la nourriture et les boissons onéreuses y étaient sûrement pour quelque chose. Nous avons passé une fête magnifique. Il n'a conservé son air faussement en colère que quelques minutes avant d'éclater en sourire. Après la fête, nous sommes allés à l'hôtel pour dormir un peu avant de partir en lune de miel. À propos du voyage, mes parents ont tenté de payer nos billets d'avion, mais nous avons refusé. Nous craignions qu'ils essaient de les annuler ou de gâcher notre voyage d'une façon ou d'une autre. Depuis cette journée, mes parents et ma sœur ont cherché à me contacter. Mon mari m'a conseillé de ne pas répondre au téléphone afin de garder une trace écrite. C'était une décision sage, car ma sœur a fini par m'envoyer des messages délirants. Je ne répéterai pas tout, tant ses propos étaient incohérents. Mais l'essentiel est qu'elle m'a rendu responsable de son humiliation, qu'elle a traité mon mari de serpent à deux visages, qui les avait dupés pendant des mois, il en rit encore et veut encadrer cette phrase, et qu'elle espérait, tout en étant certaine, que mon mari me tromperait. Elle est même allée jusqu'à suggérer qu'il me trompait avec elle. Mon mari a pris mon téléphone, a fait des captures d'écran des journaux d'appel, de ses messages, ainsi que des messages de mes parents qui exigeaient que je réponde. Il a envoyé tout cela sur le groupe familial. Il a aussi partagé des captures des messages qu'il lui avait envoyés, où il l'insultait
et le menaçait, mais il a continué à jouer les innocents, allant jusqu'à les menacer de poursuites pour diffamation et harcèlement. Dans le groupe, il a écrit un message implorant notre famille de nous aider, expliquant que nous étions harcelés et suppliant qu'on empêche mes parents et ma sœur de ruiner notre lune de miel après avoir échoué à ruiner notre mariage. Il a terminé en demandant qu'on ne divulgue pas notre localisation afin d'éviter que mes parents envoient ma sœur et prétendent qu'il avait accepté de faire semblant de coucher avec elle dans notre suite nuptiale. Le comble du grotesque. Ma famille nous a soutenus et a assuré qu'il gérerait la situation. Depuis, nous sommes en paix. Mon mari est légèrement déçu que ma sœur n'ait pas osé venir frapper à notre porte pour qu'il puisse l'envoyer sur les roses à nouveau. Mais nous profitons de ce calme fragile. Honnêtement, j'aurais préféré une famille aimante et normale à mon mariage. Mais au moins, pour une fois dans ma vie, ils ont échoué à ruiner quelque chose de précieux pour moi et j'ai obtenu ma revanche. On me demande souvent « Sais-tu pourquoi ils te traitent ainsi ?» J'ai réfléchi toute ma vie à cette question. J'ai essayé de demander lorsque j'étais jeune, mais on niait toute différence et on me traitait de capricieuse. J'ai alors cessé de poser des questions, j'ai envisagé plusieurs hypothèses. Et voici la plus plausible selon moi. J'étais un bébé non désiré. Ils ont mis longtemps à concevoir ma sœur, si bien qu'elle était leur enfant miracle. Mais compte tenu de notre faible différence d'âge, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à tomber enceinte si rapidement après sa naissance. Peut-être n'ont-ils pas pris les précautions nécessaires. Peut-être que ma mère ne s'est pas rendue compte qu'elle était enceinte avant qu'il ne soit trop tard. Résultat, ils se sont retrouvés avec un nourrisson inattendu à gérer en plus d'un nouveau-né. Il n'était pas aisé, alors cette dépense supplémentaire n'a pas aidé. Et ils m'en ont voulu. Mais ce n'est que mon interprétation. Quoi qu'il en soit, j'ai compris que la raison importe peu. Ce qu'ils m'ont fait reste injustifiable. Peu importe les circonstances. Quant à savoir s'ils pensaient réellement que leur plan fou allait fonctionner, mon mari et moi avons une théorie. Nous pensons qu'ils n'avaient jamais l'intention d'aller jusqu'au bout. Ma sœur a fait un caprice en apprenant que je me mariais avant elle, alors qu'elle ne parvenait même pas à obtenir un rendez-vous. Pour la calmer, ils ont proposé à mon mari cette idée absurde, pensant qu'il refuserait, ce qui leur permettrait de se présenter comme les bons parents, aux yeux de ma sœur, tout en ayant une excuse pour ne pas dépenser 1 centime pour moi. Mais il a accepté avec un sourire, et ils se sont retrouvés piégés. S'ils avaient reculé, ils risquaient de se mettre ma sœur à dos. Alors ils ont tenté de maintenir leur mensonge jusqu'à la dernière minute, espérant, je ne sais trop comment, que nous obéirions. Ils se sont trompés. Voilà mon histoire. Merci d'avoir pris le temps de la lire. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche de notification pour rester au courant d'autres récits choquants de la vie réelle. Mon conte n'était pas seulement une confession, c'était aussi une revanche narrative, un cri d'âme qui, je l'espère, trouvera un écho chez ceux qui ont été dénigrés et qui, malgré tout, ont trouvé la force de se relever. La justice peut parfois prendre une forme inattendue, même sous les traits d'une mariée en larmes qui transforme sa tristesse en triomphe.